Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici, on va faire une vidéo particulière. On va faire une première ouverture du logiciel Houdini. Donc cette vidéo s'adresse aux débutants, vraiment qui n'ont jamais ouvert le logiciel Houdini. On va montrer quelques aspects du logiciel, bien évidemment, afin de pouvoir continuer par la suite à améliorer son workflow, améliorer sa maîtrise du logiciel. Donc il va falloir passer par l'apprentissage des bases du logiciel pour connaître un petit peu les rouages de ce logiciel. Donc on va évoquer plusieurs thèmes qui vont vous permettre par la suite de pouvoir comprendre petit à petit le fonctionnement de ce logiciel et de pouvoir ensuite, bien évidemment, produire des scènes, des choses vraiment extraordinaires. Donc avant de commencer, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force. Venez nous rejoindre sur Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat pour suivre notre actualité. On se retrouve tout de suite pour le tuto. C'est parti. Donc comme on l'a dit par rapport au titre déjà, c'est un tuto vraiment débutant. Donc ici, on va montrer tranquillement les choses les unes après les autres. Bien évidemment, on va commencer déjà par l'interface. On va essayer de montrer, euh, on va essayer d'expliquer et de montrer comment on peut utiliser le logiciel d'une manière rapide, simple, efficace comme à notre habitude. Bien sûr, forcément, vu que c'est la première ouverture, on va quand même passer un peu de temps pour expliquer les choses. Donc, c'est normal que que cela prenne un petit peu de temps. Et bien évidemment, ce sera forcément destiné ici, comme je l'ai dit, aux débutants vraiment, pour qui c'est la première fois qu'ils ouvrent le logiciel Houdini. Donc, ici, on a, comme vous pouvez le voir à l'écran, trois, si je dirais, tableaux. On a notre tableau principal, c'est-à-dire ici, ce sera notre univers 3D. Donc pour naviguer à l'intérieur avec les clics de la souris, donc le clic gauche qui permet de faire des rotations, comme vous pouvez le voir ici. Je fais des rotations en maintenant le clic gauche appuyé. Le clic droit va servir à zoomer, dézoomer pour naviguer à l'intérieur, et le clic du milieu, ce sera pour bouger de haut en bas et de droite à gauche. Donc ici, à droite, en haut, on a toutes les options, un tableau où il y aura les options de nos différents nodes, et les nodes justement seront au niveau du tableau en bas. Donc on peut modifier, bien évidemment, ici notre tableau. On peut le mettre de plusieurs façons en fonction de en fonction du thème que l'on veut faire. Donc si on est dans la modélisation ici, on a un, un paramètre déjà prédéfini pour nous mettre en mode modeling. Si on est dans l'animation, le game, etc., growing, ce sera pour les poils, etc. Donc ici on a dit les différents thèmes. On peut en créer bien évidemment, mais pour l'instant ce ne sera pas nécessaire. Nous, on va rester avec le thème de base qui nous permettra de travailler tranquillement. Donc on a ici les shelves, ici les différentes possibilités. On a différents shelves comme dans les d'autres logiciels 3D où on a différentes options qu'on pourra justement utiliser, et en fonction de ce que l'on fait. C'est-à-dire si c'est de l'animation, on a ici par exemple le rigging qui va permettre justement de poser le squelette, etc. au niveau de notre personnage. Si c'est pour les environnements, ici comme vous pouvez le voir, on a déjà un chef par rapport au terrain. Si c'est pour les cheveux, ici on a aussi pareil. Si c'est pour les effets les FX, si c'est pour les FX, on a aussi pour les FX, on a justement les particules, les rigid body, ça c'est plus pour justement la physique, pour les chocs, etc. Pour créer des objets qui tombent, ou des personnages qui, euh, qui tombent aussi. On reviendra sur ça dans d'autres tutos où vous verrez, on montrera les techniques sur des thèmes précis, comme vous avez pu le voir déjà dans les tutos qui ont été déjà proposés, au niveau du sable par exemple, où on avait montré comment réaliser une statue en sable avec des effets complexes. Et aussi
pour le tuto où on avait montré les techniques de destruction, bien sûr, à un niveau débutant, bien évidemment. Mais, comme vous le savez, on n'est pas rentré dans les détails, bien évidemment, car cela nécessite pas mal de tutos. Donc, on avait montré des techniques à appliquer sans forcément rentrer dans les détails des nodes, etc. Et bien évidemment, un tuto aussi sur la technique de crowd, c'est-à-dire de multiplication de foule, la technique de foule que l'on a fait aussi sur la chaîne Madinfo 3D, comme vous le savez. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Ici, comme je le disais, on va commencer tranquillement. Donc, on peut, dans un premier temps, montrer que voilà, si on a une scène où on va importer nos objets, déjà créer nos primitives, comme on appelle ça. Ici, voilà, on a des noms qui sont différents par rapport aux objets 3D qu'on trouve dans notre logiciel. Ici, par exemple, on a box. Si je clique dessus et que je clique au niveau de mon interface ici, comme vous pouvez le voir, je fais un Alt en cliquant pour retrouver la main afin de naviguer, parce que sinon, là, comme vous le voyez, j'ai la flèche qui me permet de bouger ou de modifier l'emplacement de mon node. Donc ici, bien sûr, on peut modifier l'emplacement, on peut le bouger sur l'axe Y, X et Z. Notez bien que ici, l'axe Y, donc c'est pour monter vers le haut, et l'axe X pour aller de gauche à droite, et le Z, c'est pour la profondeur, bien évidemment. Donc, on a aussi la rotation, comme vous pouvez le voir, dans tout logiciel classique. Et comme je le disais juste avant, on a dans le tableau en bas à droite notre node qui apparaît ici, donc Box Object. On a dans le tableau en haut à gauche toutes les informations, les paramètres de notre node. Donc ici, on va mettre à 0 tout pour l'instant, pour le laisser au centre de l'univers. Et on va expliquer certaines choses, car comme vous pouvez le voir, on peut modifier ici les paramètres, mais souvent dans Houdini, on fera des modifications d'une manière différente et on ne modifiera pas forcément les choses de cette manière, bien qu'il y a beaucoup de possibilités et on peut arriver à nos fins de multiples façons. Je vais m'expliquer très rapidement. Donc, comme je le disais, on est ici en bas à droite dans le tableau où on a notre node principale. Donc ici, bien évidemment, on pourra avoir tous les networks, c'est-à-dire tous les tableaux, entre guillemets, tous les paramètres qui vont nous permettre de mener à bien notre projet. Donc quand vous voyez objet ici, c'est la scène où on a nos lumières, nos objets, etc. Quand vous voyez ici mat, ce sera pour les matériaux. Et quand vous voyez ici out par exemple, ce sera pour le rendu. Donc on en parlera plus tard, bien évidemment. On va aller petit à petit. Donc si je fais un clic droit au niveau de mon tableau du bas, comme je disais, on a tous les paramètres, toutes les options, tous les nodes ici qu'on peut charger. Et en fonction de l'endroit où vous êtes au niveau du tableau, comme vous allez le voir ici, lorsque je vais cliquer 2 fois dessus sur ma box object ici, je vais rentrer à l'intérieur. On aura, on va dire, un sous-node. Donc, ça nous ouvre un autre univers, un univers parallèle, si je puis me permettre, une dimension parallèle, mais dans laquelle on a toujours une interaction avec la dimension précédente. Je dis juste dimension, bon, comprenez-le comme vous voulez, mais c'est juste que on rentre à l'intérieur pour avoir de nouvelles options. Et ça va affecter, bien évidemment, ici, le node de base. En fait, ça, c'est le node géométrie de base. Et quand on rentre à l'intérieur, on a notre box ici. Donc, si je clique 2 fois dessus, là, pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans la box. C'est mon node final.
Alors, comme je le disais, donc on est à l'intérieur. Lorsque je fais clic droit, j'ai les options aussi qui apparaissent. Mais comme vous pouvez le voir, ici, on a des options différentes. Car en fonction de la dimension où vous êtes, hein, on aura des options qui seront différentes. Donc, quand je rentre à l'intérieur, comme je le disais, je peux appuyer soit sur le bouton Tab ou soit sur clic droit pour sélectionner mes nodes. Donc, je vais appuyer sur Tab. Ici, par exemple, je veux transformer, je veux faire bouger ou transformer mon cube. Donc, je vais cliquer sur le node Transform et je vais relier. Donc, je relie ma box ici, que je peux renommer en cube par exemple, à mon node Transform aussi, que je peux renommer ici en mode Transform. On est bien d'accord. Donc, ce qui va être important de savoir, c'est que déjà dans un premier temps, lorsqu'on a la petite couleur bleue ici, c'est-à-dire qu'on a la visibilité du node qu'on a en couleur bleue. Si je clique sur ici la flèche jaune, j'ai mon node qui disparaît. Donc je fais disparaître l'affichage de mon node. Mais il n'est pas effacé, bien évidemment. Pour effacer, c'est la touche supprimer, comme vous devez le savoir, pour n'importe quel fichier. En général, que ce soit sur notre ordinateur ou sur un logiciel 3D ici, la touche supr, c'est pour effacer notre objet ou notre node ou peu importe. Donc quand je rappuie sur la flèche en jaune, voilà, ça réapparaît. Ici, par exemple, sur mon node transform, je clique dessus, j'ai les paramètres ici de Translate Rotate Scale, justement, afin de pouvoir bouger mon cube de différentes manières. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je peux le bouger à droite, à gauche, comme on peut le voir ici. Je peux le bouger de différentes manières. Voilà. Mais on ne le voit pas. Tout simplement car le bleu ici que vous voyez, c'est-à-dire la visibilité, est active sur mon cube précédent et donc n'a pas pris en compte encore la transformation que j'ai fait avec le node transform. Donc une fois que je vais sur le node transform, je clique ici soit sur l'œil ou soit sur la dernière petite case ici et on a la transformation qui apparaît. Donc on ne voit plus notre cube au niveau de sa base, comme vous pouvez le voir ici, mais on voit seulement la fin de notre transformation. Et là, par exemple, je peux augmenter la dimension de notre cube. Et on va préférer, en général, modifier de cette manière le mouvement ou la superficie ou l'échelle de nos objets afin de pouvoir revenir toujours sur nos transformations d'une manière plus rapide ou plus efficace, ou ça dépend, de toute façon en fonction de ce que vous voulez faire. Mais souvent on va passer par les nodes comme ça plutôt que directement ici modifier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a beaucoup de nodes à l'intérieur, forcément on va créer des modifications. Et ici, si on change en haut de la pyramide, on va dire notre objet là qui est en haut de la pyramide, et là on descend à l'intérieur. Si on change à ce niveau-là, on va avoir tout justement les éléments qui vont être perturbés par cette modification. Et nous, c'est pas ce qu'on recherche. On veut modifier d'une manière précise, d'une manière efficace. Donc c'est pour ça qu'on va passer à l'intérieur pour modifier les paramètres. Et donc là, voilà, comme dans un premier temps on l'a montré, ici on va modifier de cette manière. Donc on peut modifier à l'écran, bien évidemment. Ici, comme vous pouvez le voir, sur le côté gauche, on a les différents aspects. Ici, on a les points, edge, primitive, vertice. Donc, bien évidemment, le nom varie en fonction du logiciel. Ici, si je clique sur point, vous allez voir, on va retrouver nos points. On va transformer déjà ici. On va sélectionner notre mesh. Je reviens là. Je fais primitive. Donc j'ai la sélection, comme je disais, des faces ici.
comme vous pouvez le voir, j'ai la sélection des faces. Et là, à ce moment-là, je clique sur T et je peux augmenter ou réduire la taille. Et là, un autre node apparaît. C'est le node Edit, justement, de notre superficie. Donc là, je vais l'effacer. Hein, je reviens avant. Je peux aussi cliquer sur les points, les edges. Il me dit transforme géométrie. Donc, je disais sur les edges ici. Et ce sera la même manière. Je clique sur T, par exemple, et je peux, voilà, modifier notre mèche. Comme vous pouvez le voir ici. Donc ce sera la même chose pour les points, par exemple, ou ici, voilà. J'ai modifié, j'appuie sur T ensuite, et je peux modifier les points. Ok, donc ça, ce qui est bien avec Houdini, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est un logiciel de type nodal, c'est-à-dire qui relie des nodes les uns à la suite des autres afin de construire notre scène. Et avec ça, justement, on pourra revenir en arrière à chaque étape, ce qui est vraiment bien, car des fois, il y a des choses au niveau de logiciel 3D où on fait des opérations qui sont, entre guillemets, irréversibles. Et une fois qu'on les a entamées, une fois qu'on a procédé à ces opérations, il est bien sûr de préférence nécessaire de faire une sauvegarde à des moments précis pour pouvoir revenir en arrière au cas où si par la suite on a des soucis. Alors que avec Houdini, on n'a pas ce problème. À chaque moment, à chaque étape, on peut revenir en arrière et modifier ses notes. Bien évidemment, plus on a de notes, plus ça devient compliqué et plus on commence à péter les plombs. Donc c'est important de toujours garder un coup d'œil sur nos scènes afin de toujours pouvoir revenir en arrière d'une manière rapide, simple, efficace et d'organiser, vraiment c'est important. Organiser sa scène pour être carré afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, on continue. Ici, comme vous pouvez le voir, on a notre cube et on va faire une petite modification pour créer une petite scène rapidement. Donc, comme je le disais, on va repartir. Ici, on va sélectionner les primitives. Donc, normalement, les primitives, en général, dans d'autres logiciels, par exemple Maya, les primitives, c'est l'objet complet, c'est-à-dire notre cube complet. Et lorsqu'on va sélectionner primitive, c'est les cubes complets, le cube complet ou la sphère complète, etc. Mais là, bon, c'est différent, ça sélectionne les faces. Mais c'est juste voilà, les termes à connaître. Une fois que vous allez les connaître, ce sera bon, ce sera carré quoi. Ce sera carré dans l'axe. Donc ici par exemple, je veux effacer cette face. Je vais cliquer dessus, je vais appuyer sur Supr. Comme vous pouvez le voir, ça me met un nouveau node qui s'appelle Blast. Donc ce node Blast justement va permettre d'effacer notre face. Bien évidemment, je peux retrouver ma face en désactivant déjà mon node Blast ou en le supprimant et je retrouverai directement mon mesh normalement. Donc on va reculer, on va apporter encore une modification à notre mesh en primitive. Donc je vais cliquer sur la flèche ici et sélectionner cette face à l'arrière et je vais l'agrandir. Je vais créer un petit couloir ici comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai un petit couloir. Ok, maintenant comme vous pouvez le voir, si je veux ici juste apporter encore une petite modification, on va rajouter, agrandir un petit peu notre mesh. Donc on va l'agrandir, on va le positionner correctement. On va le positionner correctement. Ici, on va la monter. Voilà, on va le mettre bien sur notre axe. Voilà. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ok, donc ici c'est notre cube. On peut
rajouter des cubes, hein, bien évidemment, à l'intérieur de notre cube, car ici c'est le notre géométrie. Hein. On peut dire que c'est la scène 1 et à l'intérieur on a d'autres cubes. Vous voyez. Mais pour les afficher tous ensemble, par exemple ici, on va utiliser un autre qui s'appelle merge et on va les afficher ensemble. C'est un exemple, mais on va pas faire ça ici, tout simplement car on va essayer de ranger, ou plutôt d'arranger correctement notre scène juste pour le tuto de base et afin de montrer un petit peu comment on va créer une petite scène rapide pour montrer ce qu'on dit. Donc on va montrer comment créer une petite scène rapide afin de détailler ou d'argumenter sur ce qu'on fait. Ok, donc ici on va dire c'est notre couloir. Donc la géométrie couloir, ici c'est notre couloir. On va rajouter à notre géométrie ici, comme vous pouvez le voir, ici on n'a rien. On va mettre que c'est nos objets à l'intérieur. Donc on va se mettre à l'intérieur ici et on va créer une sphère par exemple. Voilà, une sphère ici comme vous pouvez le voir. On a notre sphère qu'on va modifier, hein, on va la bouger. On va la bouger, on va utiliser, comme je le disais, pour la bouger, un autre transform. Hop. Et on va la bouger, on va la réduire un petit peu, par exemple. On va la réduire totalement en uniform scale, c'est important. Hop. On va la mettre en plutôt. Voilà, on va la monter un petit peu pour la poser. Ok. Ok, donc on continue. On continue sur notre scène ici. Donc avant cela, on va juste aller dans File. Ce qu'on n'a pas fait au début, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est pas grave. On va faire New Project. Donc on va créer un nouveau projet ici. C'est voilà, vous le nommez comme vous voulez. Hein. Je vais mettre moi projet Houdini débutant. Ensuite, on va choisir un répertoire, un dossier pour enregistrer tous nos travaux. Ici, comme vous voyez, on a plusieurs dossiers qui vont être créés et ça va permettre à chaque fois qu'il y a un rendu, une exportation de simulation ou d'une géométrie ou d'autres choses, de pouvoir regrouper justement tout cela dans un même dossier. Fait accepter et à ce moment-là, on fait un petit save as. On arrive directement au niveau de notre dossier. On le renomme, voilà. Hop. Donc on continue ici avec notre scène, comme je disais auparavant, ou comme je le disais précédemment. On a notre sphère ici, bon, ok, c'est cool. On va rajouter ici un tube. On va rajouter plusieurs éléments, on va rajouter un tube. Voilà. Dans d'autres logiciels, comme vous le savez, on appelle ça le cylindre. Donc, ce qu'on va faire, pareil, on va utiliser le node transform. Tac. Donc, on va modifier son emplacement. On va le mettre à l'intérieur. Voilà. On va l'élever un petit peu pour qu'il soit bien placé. Comme vous pouvez le voir ici dans le tube, vous pouvez réduire sa largeur, son échelle.
On peut le mettre plus ou moins grand, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on a la possibilité aussi de fermer justement le haut ou de le laisser ouvert. Et on a comme nos autres mèches, donc nous on va les appeler primitives ici, hein, les sphères, les tubes, car dans la plupart des logiciels on les appelle les primitives, car ce sont des formes primitives avec lesquelles on va pouvoir travailler. Et ici primitive type, donc on peut le laisser en primitive ou modifier, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, pour obtenir un mesh différent et pouvoir travailler d'une façon différente aussi ensuite. Donc on va le laisser en polygone, tiens, pour travailler. Dans un premier temps, on va sélectionner notre ici, on va sélectionner notre transform et on va le monter un petit peu justement pour qu'il soit bien placé au niveau du sol. Ok, ce sera juste pour le tuto ici, hein. C'est pas très grave si c'est pas forcément au niveau du sol, mais c'est juste pour essayer d'avoir quelque chose de carré. Ok, donc on a notre tube ici. On va rajouter encore un cube. C'est juste pour montrer quelques petites techniques ici afin de vous familiariser avec le logiciel. Ok, donc si on veut maintenant voir nos autres mèches, ici notre tube par exemple, je veux le voir. Il est là, mais je ne l'ai pas sur mon affichage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dessus sur notre transform, je vais cliquer sur l'avant-dernière case au niveau du côté droit ou le niveau de la petite flèche violette. Et là, à ce moment-là, j'aurai mon tube qui s'affiche ici. Et je pourrais continuer à travailler sur mon cube tout en ayant l'affichage de mon tube. Très important, bien sûr. Comme ça, on peut l'avoir dans l'espace et on peut travailler tout en étant tranquille et avoir une visibilité vis-à-vis de ça. Voilà, ça c'est un petit tip tranquille, tu vois, histoire de. Donc, on va juste modifier la position, comme vous allez le voir. On peut faire aussi la même chose, hein, avec ça. Et comme vous pouvez le voir, on a la visibilité de notre sphère. Donc, je reviens sur mon transform. Ici, je vais juste, hop, caler ça correctement, comme on l'a dit au niveau du notre transform. Et je vais le caler un peu plus par là. Ok, on va le mettre sur l'axe Z aussi, pareil. Donc, il est aussi en polygone, hein. On va le laisser pour l'instant en polygone. On peut le laisser en polygone mesh si on veut, mais on va le laisser pour l'instant en polygone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier maintenant nos mèches ici. Donc, avec un node qui va permettre de rajouter on va rajouter de l'arrondi sur nos surfaces. Comme vous pouvez le voir, on a notre cube par exemple qui a les bords vraiment abrupts, très secs, si je peux me permettre. Donc on va utiliser un node qui s'appelle polybevel. Donc il y aura pas mal de nodes ici pour la modélisation et pour tout type de projet justement. Donc là je vais dessus, polybevel, comme vous pouvez le voir. Et si j'augmente, comme vous le voyez, on a des arrondis qui se forment au niveau de notre mèche. Donc si j'accentue, ça devient de plus en plus important. Ici on a la tolérance. Si
j'augmente, là c'est en mode auto, donc on peut mettre une asymétrie de tolérance, mais comme vous le voyez ici, là pour l'instant on n'a pas d'effet on n'a pas d'effet visible, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, ce qui est important de savoir, c'est la distance ici, la distance qui va permettre, comme vous le voyez, d'accentuer ou pas mon effet. Donc, au niveau des divisions, on a plusieurs shapes, justement, plusieurs formes pour nos divisions. Et si j'accentue, comme vous pouvez le voir ici, ça me rajoute des divisions à l'intérieur de mon polybivel. Donc, je peux le faire de plusieurs sortes, comme vous voyez. Au niveau du shape, ici, on a quelque chose de plus net aussi. On a none, ce qui enlève complètement nos faces. On a le crease ici pour... C'est un peu comme le solide. C'est quelque chose d'un peu pareil, mais on a une meilleure quadriangulation, on va dire, de nos côtés, mais c'est quelque chose qui est un peu pareil. Le chamfer, voilà, une forme aussi différente. Bon, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Le round, c'est ce qui va être utilisé de manière générale. Et on peut aussi trouver le crease qui va être aussi utilisé pas mal de fois, enfin en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, moi, je vais juste là en mettre, par exemple, 2. Allez, on va en mettre 2, c'est pas grave. C'est juste pour montrer. Ici, après, on a d'autres possibilités, mais pour l'instant, voilà, on va pas les voir. Ça, ce sera pour d'autres projets. Là, on va montrer la base des bases. Si on veut rajouter quelque chose de plus smooth, on va dire quelque chose de plus arrondi, de plus propre, on peut rajouter le node subdivide ici, ce qui va montrer que voilà, on peut rajouter des subdivisions à notre mesh. Comme vous le voyez ici, on a rajouté des subdivisions. Ici, bon, c'est pas nécessaire, on va juste rajouter, voilà, sur notre mesh ici, quelque chose de plus clean. Alors, si je vais maintenant sur mon tube et que je vais rajouter le node subdivide par exemple ici, voilà, regardez, ça me subdivide d'une manière importante. Voilà, j'ai quelque chose, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup plus de polygones. Donc, si bien évidemment je reviens en arrière et que je laisse en primitive, le node ne s'applique pas. Il faudra bien évidemment se mettre en polygone à ce moment-là pour obtenir le résultat escompté. Donc, si je me mets en mesh, voilà, vous voyez en fait en fonction de ce qu'on utilise, on aura un résultat différent, bien évidemment. C'est pareil. Pour Bézier, ça ne fonctionne pas ici. Donc, on va laisser en polygone et on va laisser comme ça dans un premier temps. C'est juste pour montrer, hein, bien évidemment. On va par exemple rajouter à 5 ici, ça nous met un maximum de subdivision. Bien sûr, là, notre mèche, comme vous le voyez, est extrêmement subdivisée. Et ce sera pas... Ici, ça fonctionne plutôt bien dans le sens où on a notre interface qui fonctionne parfaitement, tranquillement, il n'y a pas de souci, voilà, il n'y a pas de bug, mais plus on subdivise un objet et plus le calcul de cet objet va se faire d'une manière beaucoup plus difficile. Ok, donc ici on va laisser à 3, c'est pas grave pour l'instant. On va revenir ici sur notre sphère, ici qu'on va mettre en polygone aussi, et donc on va lui rajouter aussi un subdivide pour avoir quelque chose de beaucoup plus smooth. Ici, comme vous voyez, on a une sphère beaucoup plus smooth. Donc ici, on est en polygone 1, bien évidemment. Si je me mets en polygone mesh,
on a le même système que les autres. Donc on va faire apparaître, comme on l'a montré, on va faire apparaître nos 3 objets ici avec le node merge où on va justement merger tous nos objets afin qu'ils apparaissent tous ici. Et là, on les a totalement. Donc ici, on a notre petite scène où on a tous nos objets qui apparaissent. Donc là, on a fait une petite démonstration par rapport à l'interface et aussi par rapport à l'usage de nos objets, comme vous pouvez le voir. On a rangé correctement, on a notre couloir ici, qu'on peut continuer à modifier, et on a nos objets ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour cette scène, pour continuer à montrer un petit peu les étapes de ce qu'on peut faire avec le logiciel Houdini, on va essayer de apporter des textures et de faire un petit rendu simple de notre scène ici. Donc pour cela, on va devoir créer une caméra. Donc pour créer une caméra, c'est très facile. On a ici le node, le shelf Light and Camera. On va se mettre dans un angle qu'on aime bien. Donc on va se mettre par exemple comme ça. On va cliquer sur le bouton contrôle et on va appuyer sur le bouton contrôle et on clique sur la caméra. Et à ce moment-là, ça nous a créé une caméra, comme vous pouvez le voir ici, qui apparaît, dans lequel on est directement dans la vue de la caméra directement. Donc on va positionner notre caméra afin d'avoir notre vue directement dans la scène. On va même se mettre à l'intérieur, pourquoi pas. Donc comme vous avez vu là, j'ai fait un mouvement et ça m'a sorti en fait de mon plan de la caméra. Ça m'a sorti de mon plan de la caméra. Donc la caméra est là. Et j'ai été sorti. Donc pour revenir sur le plan de la caméra, on va se mettre, comme vous voyez ici, on a nos petits onglets qui vont permettre de revenir sur la vue caméra. Là, on est sur la vue caméra. Et pour bouger avec la vue caméra, on va cliquer sur le cadenas. Ici, comme vous le voyez, écrit Lock Caméra. Donc on va cliquer dessus. Et là, quand je vais bouger, donc ça va bouger en même temps la vue de ma caméra. Et donc là, je peux avancer, par exemple, à l'intérieur. Je me mets par exemple à ce niveau-là. Ça peut être pas mal. On va décocher notre cadenas. Hop, on va sortir. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, dans notre scène, nous n'avons aucune lumière. Donc, ce qu'on va faire pour cela, justement, on a ici les lights et caméras. On va créer une light. Ici, on va cliquer sur le node Area Light. Et on va l'introduire ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la lumière qui s'affiche directement sur notre scène. On peut désactiver la visibilité justement de notre caméra ici. On peut aussi désactiver les lumières. On peut désactiver les lumières pour les différents canaux de diffuse, specular, ambient, émission. Et on peut laisser aussi pour tout justement. Donc là, pas de lumière sur le petit icône, comme vous pouvez le voir, Disable Lightning. On peut l'activer justement pour tout ou le désactiver en fonction de ce qu'on veut par rapport à notre scène. Voilà, là je suis sur la vue où j'ai les lumières en place, comme vous avez pu le voir. Je vais mettre ma area light à l'intérieur. Je peux cliquer sur le bouton T justement en sélectionnant ma area light afin de la bouger. Si j'appuie sur le bouton R, ça va me permettre de faire une petite rotation aussi de ma area light. Ici, on n'a pas de mouvement, donc
c'est normal, mais on peut faire des mouvements de rotation sur d'autres lights qui vont permettre justement de bouger dans tous les sens. Donc là, je vais la placer à l'intérieur. On va juste remettre ça à 0 et on va la placer à l'intérieur. Hop, on va la mettre dans un coin ici. Voilà, on a sur l'onglet Light à droite toutes les différentes options. Donc on peut augmenter l'intensité, on peut augmenter l'exposure, changer la couleur. On va pourquoi pas mettre une couleur un petit peu plus chaude ici, voilà. Ici, c'est l'activation et la désactivation de notre lumière. On peut aussi désactiver au niveau du viewport, justement, comme on le disait tout à l'heure. On peut changer le type de notre area light, donc mettre un point qui va éclairer tout autour de notre lumière. On peut mettre un tube type LED ou type LED ou spot lumineux, ou néon, type LED, néon. On peut mettre un disque, voilà, comme vous pouvez le voir, on a différentes façons d'utiliser notre lumière. Nous, on va laisser pour l'instant grid. Donc, ici, on a la taille de notre area light. Comme vous pouvez le voir, on peut l'augmenter ou la réduire. Nous, on va la laisser à 1 pour l'instant. Ici, c'est si je veux mettre un spot, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va par exemple faire une rotation. Et là, on a notre lumière qui bouge dans tous les sens. Donc, par exemple, on va reculer notre mèche. Voilà, ici, on va mettre un spot qui va venir éclairer, pourquoi pas, notre scène. Voilà, et on va augmenter l'intensité, par exemple. Voilà, on va augmenter l'intensité un petit peu. Voilà, par exemple, on a mis ça ici, et on a différentes options pour le rendu ici. On va laisser tel quel dans un premier temps, sans rentrer plus dans les détails. Pour l'instant, comme vous le voyez ici, on a différentes options concernant l'ombre. On va laisser pour l'instant tel quel. Et dans un premier temps, vous n'aurez, je pense, pas besoin d'entrer dans les détails par rapport à ça, mais ça se fera bien sûr au fur et à mesure. Comme vous avez vu ici, on a la couleur de l'ombre, l'intensité, et on peut faire aussi des masques vis-à-vis de l'ombre. Et voilà, on a d'autres options qu'on pourra voir au fur et à mesure. Donc ici, on a notre lumière, notre caméra, nos objets. On va aller, comme je disais tout à l'heure, dans Out ici, qui va être la dimension, si je peux me permettre, où on va mettre nos nodes pour le rendu. Donc, je vais faire un clic droit ou appuyer sur Tab et utiliser le moteur de rendu implémenté directement dans le logiciel Houdini, c'est-à-dire Mantra. Donc, je vais appuyer sur Mantra. Donc, bien évidemment, si vous avez un autre moteur de rendu tel V-Ray ou Arnold par exemple, ou Redshift, vous pourrez ici, dans cette dimension, charger votre node, que ce soit Arnold, V-Ray ou Redshift, afin de configurer votre rendu pour votre scène. Donc ici, on n'a ni Arnold, V-Ray ni Redshift, car on va utiliser le moteur de rendu directement du logiciel Houdini, c'est-à-dire Mantra, qui est tout aussi puissant, je tiens à le dire. Comme je disais dans une vidéo précédente qui a été faite avec un collègue
de la chaîne Malinfo 3D, le résultat du rendu dépend pas du moteur de rendu, car aujourd'hui les différents moteurs de rendu permettent d'avoir des images époustouflantes, mais dépendra de votre travail au niveau de la scène, au niveau de la lumière, des shaders et bien évidemment de votre modélisation, ainsi de suite, quoi. Vous avez compris, ce sera important de vérifier la lumière, les shaders, les matériaux et si vos mèches correspondent ou sont bien modélisées aussi. Bien sûr, c'est très important. Donc, on est avec le node Mantra ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les options qui s'affichent ici. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va aller dans le Render View. Ici, comme vous avez pu le voir, on va faire une petite sauvegarde. Donc, on a différents onglets ici. Donc, on a notre scène, comme je le disais précédemment ici. On a l'Animation Editor pour tout ce qui va être les courbes d'animation qu'on verra peut-être dans un prochain épisode pour pas trop surcharger ici ce tuto. On a le Render View ici, le Composite View, le Motion FX, le Geometry Spray. Donc, pour l'instant, on va s'attarder sur le Scene View et le Render View dans un premier temps. Donc, dans le Render View, ici, on va sélectionner notre caméra. On va faire un petit rendu, on va lancer un petit rendu et vous allez voir quel résultat on va obtenir pour l'instant. Si je clique dessus, ça va me générer la scène. Donc en fonction de votre configuration, bien évidemment, ça ira plus ou moins vite. Actuellement, je suis sur un PC qui n'est pas très performant, donc forcément, j'aurai sûrement pas un résultat extrêmement beau, si je puis me permettre l'expression. Mais ici, voilà, vous avez un aperçu de notre rendu. Donc, on a les différentes options ici. Donc, Valid Frame Range, c'est-à-dire ici, ça va rendre uniquement notre frame, c'est-à-dire l'image sur laquelle nous sommes. Ou bien, on peut faire un rendu d'une frame range, c'est-à-dire d'une sélection de frames, c'est-à-dire un passage, par exemple, de la frame 1 jusqu'à la frame 200, par exemple. Si je clique dessus, ça va me demander, voilà, à partir de quel frame voulez-vous commencer le rendu, si c'est une séquence d'images ou si c'est simplement une image. Donc notre caméra ici, c'est l'OBJ Cam 1, car vous pourrez bien évidemment utiliser plusieurs caméras et ça vous permettra de pouvoir rendre différentes caméras. Ensuite, on peut utiliser ici par exemple l'option Override Camera Resolution qui va permettre de réduire par exemple juste en train de voir que le PC commence à tituber si je peux me permettre, mais voilà, lorsque je clique sur Override Camera Resolution, on a ici la résolution, notre rendu qui va se faire en 1/2, c'est-à-dire pour l'instant on ne sait pas en quoi j'ai configuré mon rendu, mais ça va le couper en deux, c'est-à-dire ça va réduire de moitié la résolution afin d'avoir un aperçu beaucoup plus rapide, ce qui peut être avantageux sur certaines scènes. Donc je vais décocher ici mon Override Camera Resolution, je suis sur image ici, donc là ça va être l'endroit où je vais inscrire comment le nom de mon fichier afin de le rendre et dans quel dossier. Donc il sera ici dans notre projet, dans le dossier de notre projet et dans le sous-dossier Render. Et on aura le nom ici de notre projet ici. Donc c'était Houdini débutant 01 avec le numéro de la frame et le nom du fichier à la fin qui sera en .exr ici. Donc, on a différentes options selon lesquelles ici, par exemple, dans le output, bien évidemment, c'est des options qui concernent l'image. Donc, pour l'instant, dans un premier temps, on peut laisser par défaut.
ça ne va pas changer grand-chose. C'est vraiment si vous souhaitez pousser ensuite après au niveau du compositing, etc. pour apporter des modifications ici. Donc pour l'instant, vous pouvez le laisser comme ça. Le gamma, bien évidemment, ce sera aussi quelque chose qu'on pourra travailler ensuite en post-production au compositing. Prochaine étape après notre rendu. Donc extra image plane, c'est ici les passes qu'on a dans notre fichier UXR. Donc comme vous pouvez le voir, on aura la diffuse, refract coat, refraction, volume, SSS. On va juste enlever ça. Hop, voilà. On peut rajouter d'autres passes ici qu'on verra plus tard en fonction justement des projets. Car voilà, on a des passes techniques qu'on avait vues dans d'autres tutos. Des passes techniques comme la position pass ici, le P, la Z pass, def, donc c'était la Z pass qu'on voit dans d'autres moteurs de rendu qui s'appelle la def, la normal pass qu'on a pu voir notamment dans le tuto, le compositing des passes de rendu dans lequel vous pouvez vous retourner. Bien sûr, c'était avec le moteur de rendu Arnold, il me semble, mais on retrouve des similitudes, bien évidemment, avec tous les moteurs de rendu. Ensuite, ici, le Deep Output, c'est un nouveau système pour travailler nos passes de rendu. Le Deep Compositing qu'on fait ensuite avec ce type de rendu. Et ça nécessite bien évidemment un tuto spécifique, car c'est quelque chose qui n'est pas utilisé, on va dire, couramment encore aujourd'hui. Bien sûr, bien que ça se fait de plus en plus pour des spécificités propres au Deep, donc qu'on pourra voir plus tard, je l'espère. Le Cryptomate, donc, qui sont aussi des passes techniques qui pour l'instant là ne sont pas nécessaires. On va aller dans Rendering. Ici, Rendering, donc comme vous pouvez le voir, on a le Rendering Engine, ce qui va nous permettre d'avoir différents modes de rendu. Donc ici, c'est un Ray Tracing. C'est une méthode de calcul aussi qui apporte un résultat vraiment optimal. Mais comme vous le savez, on va se mettre aujourd'hui, souvent, on va utiliser le PBR. Comme vous l'avez entendu, on a souvent des textures en PBR, des rendus PBR surtout. Par exemple, on a des moteurs de rendu qui sont justement du PBR, c'est-à-dire Physically Based Rendering. Donc, on peut traduire grossièrement un rendu basé sur la physique, c'est-à-dire qu'il va utiliser des choses qu'on retrouve dans la physique, qu'on retrouve dans l'environnement qu'on connaît, nous, notre environnement, et ils ont réussi à mettre ces informations, ce type de données dans les moteurs de rendu, ce qui permet notamment pour le calcul, par exemple, de la lumière, des ombres, de la réflexion, etc., d'avoir un rendu qui va se rapprocher du réalisme, entre guillemets, de quelque chose de réaliste. Mais bien évidemment, ça reste de la 3D, donc on peut modifier cela. Donc une fois que j'ai mis en PBR ici, vous voyez qu'on a plusieurs modes. On peut mettre le Depth of Field. Depth of Field, c'est pour créer un focus, un flou en arrière-plan par exemple. On a le Motion Blur ici. Bon, pour l'instant, ces deux-là, on va les laisser, on ne les verra pas tout de suite. Ensuite, on a le Pixel Sample avec lequel on va permettre d'améliorer notre rendu. Des fois, on va se retrouver, comme vous pouvez le voir ici, avec du grain. Et pour éviter d'avoir du grain de cette manière, on va augmenter par exemple le pixel sample, mais bien évidemment, ça va accroître votre temps de rendu. Ok. Donc, pareillement ici, on a des réglages qu'on va pas tout passer en revue, bien évidemment, car ça prendrait beaucoup de temps, mais ça correspond justement aux différentes passes pour augmenter plus ou moins la luminosité ou plus ou moins la qualité de passe. Par exemple ici pour la diffuse, la SSS, la réflexion. Donc pas nécessaire de les passer en revue pour l'instant. Donc après ici on a des paramètres aussi concernant
le rendu, mais vis-à-vis justement en fonction bien sûr de la luminosité, etc. Dans un premier temps, on va les laisser tels quels et on pourra déjà dans un premier temps obtenir quelque chose de sympa. C'est juste pour avoir un aperçu vu qu'on est dans un tuto, comme je le rappelle, qui est dédié, qui est destiné aux débutants, pour des personnes qui n'ont jamais ouvert Houdini. Ok, donc on va ici arrêter notre rendu, comme vous pouvez le voir, on a fait un arrêt. On va laisser tel quel pour l'instant. On va mettre toujours en current frame, car pour l'instant on ne fait pas de séquence d'images. Ici, juste pour le render to disk ou le render to mplay, c'est lorsque par exemple on veut faire notre rendu. Ici, ça va créer justement un rendu qui va aller directement dans le dossier final. Render, comme je l'avais expliqué juste précédemment au niveau de l'image ici. Donc ça va aller directement dans le dossier. Ici, render to mplay, c'est un mode qui va faire notre rendu et en même temps afficher une petite fenêtre dans laquelle on va voir notre rendu se faire. Et si on a une séquence d'images, donc on pourra visionner pendant que le rendu se fasse, au fur et à mesure des images, notre séquence. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a un rendu, mais on n'a pas... Il manque quelque chose au niveau de nos objets. Il manque les matériaux. Donc pour s'occuper des matériaux, on va aller dans l'onglet matériel ici. Ou plutôt, avant d'aller dans l'onglet matériel ici, on va aller dans l'onglet ici matériel palette. Lorsqu'on va dans l'onglet matériel palette ici, comme vous pouvez le voir, on a déjà une galerie avec divers matériaux déjà implémentés directement dans Houdini. Donc on a quelque chose de générique qui s'appelle Principal Shader qu'on va charger ici. On va glisser déposer, donc on clique dessus, on le dépose à côté. Principal Shader, donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qu'on va l'appliquer, vous allez le voir, on va aller déjà ici comme je le disais dans l'onglet Mat et on voit qu'il apparaît ici en forme nodale. Donc ce qu'on va faire, on va le laisser pour l'instant comme ça. On peut bien évidemment modifier le nom, mais on va laisser comme ça. On va aller dans notre scène. On va commencer avec le couloir dans un premier temps. Donc le couloir ici, on va aller dans le sélectionner, on va le sélectionner. On va aller dans Render en haut et on va cliquer sur Matériel ici sur le petit onglet et on va sélectionner notre Principal Shader et on va faire Accept. Donc à ce moment-là, si je lance un rendu, vous allez voir que ça va charger notre scène et on va voir notre couloir qui sera vêtu d'un matériel. Donc ici vous le voyez, bon, on voit peut-être pas vis-à-vis de la lumière, on voit peut-être pas le rendu vis-à-vis de la lumière. Mais ce qu'on va faire, c'est que ici, on va augmenter par exemple un petit peu la luminosité et on va mettre plus de blanc. Voilà. Et là, on va aller modifier notre shader. On va aller dans Matériel Palette. Ici, on va cliquer sur notre shader. Donc, il est en couleur gris. Notre couloir, on va par exemple le mettre en bleu ciel, par exemple. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on a notre calcul qui se fait. Donc, pour le rendu, pour le tuto ici, ce que je vais faire, je vais aller dans Rendu, Out, ici, et je vais cliquer en Override Camera Resolution pour avoir quelque chose qui se fait beaucoup plus rapidement. Donc ce ne sera pas nickel chrome, mais c'est juste pour montrer de manière plus rapide afin d'éviter des temps d'attente par rapport à ça. Donc ici on a le shader qui s'est appliqué comme vous pouvez le voir. On va aussi montrer comment appliquer d'une autre façon les shaders car on peut les appliquer de différentes manières. On retourne ici dans notre scène où on va aller dans
les objets ici, mais pour montrer une nouvelle façon d'appliquer les matériaux, on va aller à l'intérieur, on va cliquer sur notre souris pour afficher le menu ou appuyer sur le menu Tab et on va appuyer sur matériel. Donc vous allez me dire peut-être pourquoi j'appuie pas sur matériel ici. Comme vous pouvez le voir ici, si je clique sur matériel, ça me propose un autre node qui est différent. Donc pour l'instant on n'en aura pas besoin, donc il faudra aller à l'intérieur ici, on va attribuer à chacun des objets un shader. Donc là je vais attribuer un shader et je vais appuyer sur Alt pour copier notre shader matériel 2. Je vais appuyer encore sur Alt pour copier encore une fois notre shader, ici notre matériel 3. Donc voilà. Ensuite sur le premier, on va aller lui appliquer un nouveau matériel. Donc on va faire un petit arrêt ici de notre rendu. On va aller sur matériel palette. On va mettre un petit Red Velvet. Donc ce sont des shaders qui vont s'appliquer en général aux vêtements. Mais ici pour le test, on va montrer le rendu qu'on peut avoir avec ce type de matériaux. Donc on peut modifier. Je vais revenir juste sur le principal shader pour montrer quelques petits paramètres. Donc on avait le basique ici par rapport à la couleur. On avait au niveau de la spéculaire et les réflexions justement pour avoir des reflets au niveau de notre rendu. Donc ici les réflectivités étaient à 1. Comme vous pouvez le voir, on a des reflets. Mais ce sera beaucoup plus visible. Avec les autres matériaux qu'on va mettre en place et vous allez voir que ce sera beaucoup plus visible puisqu'ici on les voit en bas mais pour l'instant on n'a pas encore une qualité qui est correcte. Donc on peut ajouter des textures. Justement on montrera comment ajouter aussi des textures à nos shaders pour des différents projets. Ce sera bien sûr destiné, cela encore, comme je le disais au début, aux débutants. Donc on aura le bump, le displacement qu'on verra aussi plus tard. Donc on va appliquer ici le Red Velvet à un de nos objets. On va en mettre 3. Donc on va mettre un matériau de plastique. Pourquoi pas, on va choisir celui-là. Et un matériau, on va dire ici, quelque chose de métallique. Allez, de l'or. Voilà. Donc ici on a nos 3 matériaux pour nos 3 objets. On va retourner dans OBJ ici. On va aller hop, cliquer à l'intérieur. On va aller dans notre matériel 1. On va sélectionner notre matériel ici. Donc ici on va lui mettre un Red Velvet pour lui. Ensuite pour notre tube on va lui appliquer du plastique. Et pour notre cube, on va lui appliquer de l'or. Et là, je vais faire un chargement de ma scène et vous allez voir que on a nos matériaux qui se sont appliqués. Donc là, pendant que le calcul se fait, si je veux accélérer un petit peu la visibilité sur un endroit précis, je peux rester appuyé sur Alt et cliquer à l'endroit que je veux et ça va permettre, ça va donner l'information au moteur de rendu d'analyser uniquement cette zone. Et donc ça va calculer cette zone de manière beaucoup plus importante, c'est-à-dire ça va calculer complètement, on va dire, cette zone, ça va se mettre que sur la zone que je suis en train de cliquer
et ça va la calculer. Et si je lâche Alt, ça va se remettre à calculer le reste de notre zone. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a appliqué des shaders à nos matériaux, à nos objets. On a appliqué des shaders à nos objets. On a créé différentes primitives ici afin de pouvoir obtenir une scène. On a importé une caméra, on a mis une lumière et on a pu régler justement les informations pour obtenir une scène. Donc ici, c'était un petit tuto pour permettre aux débutants d'avoir un aspect pour prendre en main dans un premier temps d'une manière rapide, simple et efficace Houdini. Donc là, tout de suite, vous pouvez déjà ouvrir le logiciel, commencer à utiliser des nodes. Ici, c'était dans un premier temps pour vous montrer comment on peut ouvrir le logiciel, comment on peut l'utiliser d'une manière rapide, simple et efficace, en vous donnant des informations de base pour commencer l'apprentissage dans Houdini. On se retrouvera bien sûr pour d'autres tutos, je l'espère, afin de montrer d'autres techniques et de pouvoir comprendre au fur et à mesure ce logiciel. Notez que vous avez des tutos qui ont été, comme je le disais, réalisés dans des thèmes précis pour montrer des techniques vis-à-vis du sable, pour montrer des techniques de destruction et d'autres choses qui arrivent encore. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Venez nous poser des questions concernant ce tuto. S'il y a des choses que vous voulez voir d'une manière plus approfondie, on pourra peut-être passer par là, sachant qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas, bien évidemment, en un tuto, tout montrer. J'espère que vous l'aurez compris et prenez soin de vous. À très vite, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.